beaucoup de globalisation et de mondialisation. La globalisation, c'est un enjeu qui peut être terrifiant et en même temps un atout. Oui, le monde est globalisé, mais la globalisation, ça peut être par exemple des circuits courts. On le verra tout à l'heure. Il y a le e-commerce, qui est une révolution totale. On va parler avec Amazon ou Alibaba, et vous verrez ce que c'est que le small packet, et vous verrez que c'est quelque chose de tout à fait important. Le smartphone, c'est une révolution aussi. Ce n'est pas qu'un outil, ça devient également une révolution en termes logistiques. Évidemment qu'il y a des facteurs de crise, ce sont des défis. Je vous ai parlé du changement climatique, il y a aussi la demande croissante des pays émergents, et puis la gestion de l'eau. Et puis les entreprises doivent s'adapter, et me semble-t-il, la prestation logistique, le prestataire logistique, ce serait peut-être le modèle, le concept qui nous aiderait à comprendre justement ce dont on va discuter aujourd'hui. La logistique du futur, la logistique de maintenant, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est mettre le bon produit au bon endroit, vous l'avez dit, au bon moment. Ça se traduit en logistique commerciale, dans des produits de luxe, avec deux ennemis contre lesquels on se bat. C'est la pénurie, le produit qui manque en stock parce qu'il est coincé à la douane, parce qu'on n'a pas fabriqué assez, pas transporté assez au bon endroit, et l'overstock, on a trop prévu. Comment la logistique du futur, à mon avis, c'est d'abord des traitements de données très sophistiqués, prévisionnels, prédictifs, et qui changent vraiment. Et là, j'ai vu par exemple le jour et la nuit entre le job que j'avais il y a quelques années chez Sephora, où on avait des formules avec des mini-max, pour ceux qui connaissent la logistique, et qu'on pilotait manuellement, j'ai envie de dire, pour prévoir qu'est-ce qu'il fallait mettre comme intervalle de stock dans tel magasin sur tel produit. Et aujourd'hui, on est passé dans des boîtes comme Alibaba, Amazon, vous l'avez dit, et JD.com aussi, à des logiques prédictives d'intelligence artificielle qui tournent et qui apprennent même des effets mathématiques un peu compliqués, comme le Goodwood effect, l'effet du fouet de taureau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros l'idée, par exemple, si vous avez un système, vous lancez un produit, les ventes montent, mais on sait qu'elles vont monter avec de la maturité et baisser. Mais si vous dites, quand les gens veulent plus, j'en envoie plus, et bien vous allez partir trop loin et vous allez surstocker, et après il faudra corriger ça et vous corrigez donc des effets qui peuvent être un peu compliqués quand on a des formules, même dans des ERP comme SAP, des logiciels qui traitent bien la supply chain. Il y a une espèce de magie de l'intelligence artificielle qui fait que vous arrivez à un niveau prédictif extrêmement précis, qui joue sur l'effet d'échelle. Je vous donne juste deux chiffres pour JD.com, il y a 530 entrepôts en Chine, 12 millions de mètres carrés. Donc là, vous avez une masse dans un pays, une devise, 300 millions de clients, vous avez une masse de données qui fait que ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle peuvent fonctionner avec une précision redoutable. Aujourd'hui, on a affaire à l'intérieur du groupe à une décroissance de la partie courrier et une croissance phénoménale de la partie courrier. Décroissance de la partie courrier, pour avoir quelques chiffres en tête, par moins 1, on traite encore 10 milliards de colis par an, on en faisait 19 il y a 10 ans. Et puis à contrario, on traite aussi, et on accompagne notamment avec l'essor du commerce, c'est quelque chose qui est à la fois récent et ancien. On en parlait récent parce que dans l'espace d'une vie ou autour de génération, c'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, il y a déjà eu tout un tas de niveaux de maturité et d'évolution qui se sont succédés ces dernières années. Et le e-commerce nous a obligé effectivement à modifier nos offres, à faire évoluer nos outils avec des plateformes industrielles pour pouvoir traiter. Alors nous, on n'est pas dans la partie stockage, vous l'avez bien compris, même si on a quelques filiales qui font ça. On est surtout sur la partie acheminement, collecte, acheminement, distribution. C'est l'enchaînement de ces trois opérations qui sont importantes. Et puis on y associe de plus en plus de l'intelligence artificielle, du big data, parce que on peut faire de la prédiction uniquement avec du big data et des data et encore des data. De manière générale, je pense que la logistique du futur, c'est une logistique à la fois technologique, digitale, et c'est une logistique de mutualisation. Mutualisation pour des aspects environnementaux. Quelque part, on ne va pas plutôt faire plus d'entrepôts, plus grands, plus de villes. Et puis mutualisation pour les aspects économiques. L'idée, l'objectif étant de diminuer les coûts, de réduire les
baisser les prix tout en augmentant le pouvoir d'achat des consommateurs. Et je vais donner un chiffre qui a été, c'était l'année dernière, à la fin de l'année, qui avait une période de promotion et JT.com avait battu un record de livraison. C'était un iPhone qui avait été commandé, qui était livré en 12 minutes. 12 minutes, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces systèmes prédictifs? Ils étaient capables de charger les camionnettes qui partent en tournée avec des produits qui risquaient d'être commandés sur le chemin de la tournée, qui n'étaient pas commandés. Hein. Et donc, et après, vous suivez votre produit, donc il est déjà plus dans votre lot. Et voilà, après, vous vendez un service. Finalement, vous avez une expérience client, et évidemment, après, vous mettez ça dans le journal. Donc, c'est donner de l'espace pour faire des choses toujours plus vite, des expériences. Vous levez le matin, vous pensez acheter quelque chose et puis ça vous est livré au bureau ou à l'école ou chez vous, n'importe où dans l'après-midi. D'abord, c'est pas faisable partout, il faut être lucide là-dessus, sur ce qu'on vend, sur ce qu'on market et puis sur ce qu'on fait. C'est pas encore le plus gros, mais ça a du sens. Et aujourd'hui, vous avez l'exemple même d'un besoin qui a été créé par cette espèce de bulle, de mécanisme intrinsèquement. Vous demandez à la personne qui a commandé pour l'avoir l'après-midi, il n'en a pas besoin l'après-midi. Par contre, il peut l'avoir l'après-midi. Je peux vous dire qu'une petite période. Une période, c'est grosso modo à partir de maintenant, de mi-novembre, jusqu'à Noël, et puis ça repart un peu sur les sols. Chez tous les opérateurs du commerce, c'est quand même quelque chose. Tous les chiffres sont multipliés par 2, 3, 4, 5. Quand je dis tous, c'est tous. En ressources, en matériel, en surface, en vitesse. Parce qu'il y a une frénésie de la commande. Quand vous savez, vous pouvez commander au dernier moment. Je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez bien que forcément, on attend toujours au dernier moment pour faire de plus. Et la tyrannie, en fait, elle est là. La tyrannie, c'est que ce système, pour l'instant, s'auto-alimente. Alors, il y aura certainement des évolutions, mais aujourd'hui, on en est là. Très concrètement, on en est là. Juste un dernier chiffre. Le groupe La Poste, concernant l'acheminement des colis, le traitement des colis, fait 40% de son chiffre d'affaires uniquement pendant cette petite période. Ça vous donne une idée. Hein. Et uniquement notre filière, quant à la partie Colissimo, qui fait que la partie domestique, ils font 350 millions de colis. La société JT.com a fait en Chine aujourd'hui 40 000 livraisons par drone, et c'est vraiment le moyen de ne pas remplir la camionnette, mais juste quelqu'un a commandé un iPhone à Rouen-Noranda, on va lui envoyer, et donc il y a une centaine de routes commerciales, et là vous avez vous n'attendez pas le remplissage d'une capacité, et c'est tout, il emmène son tout. Et il commençait même à y avoir des programmes de réutilisation, là, c'est-à-dire il arrive et livre son bien dans un village et recharge des produits frais du monde global et qui ont eux-mêmes une criticité étant énorme. Je parlais d'asperges, je ne sais pas quoi, les pommes de terre nouvelles, alors pas beaucoup de kilos, mais c'était un flux optimisant les trajets intéressants. Avec la robotisation, avec la mécanisation, on va pouvoir faire 2005, 2008, 4000. Ce sont les tâches répétitives qui seront faites par la mécanisation. Les tâches à valeur ajoutée vont toujours être faites par des humains. Donc ça va permettre de redéfinir l'emploi. C'est une opportunité aujourd'hui également pour cette activité qui est décriée, parce que les profils de demain, des logisticiens ne sont pas les mêmes profils qu'aujourd'hui. Moi je recrute des profils aujourd'hui qui sont plus 4, plus 5, ou ingénieurs, pour certains postes. Donc je pense qu'effectivement c'est une opportunité dans ce sens-là. Contrairement à ce qu'on peut supposer, ça ne va pas tuer l'humain. Par contre, ça va supposer également, peut-être pour être aujourd'hui, plus de polycompétences. Dans un futur relativement proche, avec un épuisement des ressources, notamment ressources pétrolières, on a beaucoup parlé du e-commerce, comment on s'en sert chez nous, même en Afrique, mais en fait tout ça, ça dépend aussi du fret maritime. Aussi des camions, on les voit bien passer du Portugal pour aller jusqu'en Hongrie par exemple. Cette logistique est très dépendante du pétrole, qui va donc réduire la capacité au transport, réduire aussi la capacité de production. Comment vous voyez la faire dans 10 ans? Parce qu'il travaille sur un petit porteur qui fait des dizaines de kilomètres, un moyen porteur qui fait des centaines de kilomètres et un gros porteur électrique qui ferait plus de 1000 kilomètres, qui traverserait la Chine ou l'Europe si vous voulez de haut en bas. Ça, le logicien m'expliquait quelque chose de très futuriste, je le trouvais très impressionnant. Il me dit qu'il faut qu'on repense tout l'équipage de notre entrepôt. Je vous ai dit qu'il y
il y avait 530 entrepôts qui sont conçus comment aujourd'hui? Vous avez telle ville au confluent de la ligne de chemin de fer, il y a la 4 qui passe à côté, il y a le fleuve. Tout ça, c'est la construction historique depuis la révolution industrielle et l'émergence du chemin de fer de notre schéma logistique. Ces gens-là me disaient réfléchir, c'est tellement futuriste, je parle quand même au conditionnel, à un redécoupage circulaire. C'est-à-dire que vous avez des bases, des gros porteurs et vous faites votre cercle. Et là, de ce point de vue, je rejoins ce que vous disiez de la France petit marché. Je pense vraiment qu'il serait important de penser la logistique européenne, tant pour les data, parce que l'Europe c'est un grand marché avec des petites data, ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Dans tous les programmes actuels, le partage des données. Le deuxième exemple que je veux prendre pour votre empreinte carbone, c'est un projet que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai découvert il y a 3 semaines, un projet de désalinisation, un projet français. C'est en fait un bateau qui embarquait une usine de désalinisation et une usine d'embouteillage. Et donc, il part en mer, il va là où il y a 2000 mètres de fond, il coupe à 300 mètres, il désalinise, et il revient avec des palettes avec ça. Et directement, qui peuvent aller chez les personnes. Donc, ce plateau est radicalement réinventé, aujourd'hui possible. La désalinisation est énergivore dans le cadre de la future guerre de l'eau, mais ça baisse beaucoup, ça a été divisé par 6 en 10 ans, c'est quand même pas mal. Et donc, ils travaillent sans arrêt à baisser cette. Et donc là, vous iriez dans des zones à stress hydrique, comme la Chine par exemple, ou beaucoup d'autres endroits, et vous faites des allers-retours. Les Chinois achètent énormément de bouteilles d'évian aujourd'hui, et bien là, vous réduisez ça et vous réduisez l'utilisation de la flèche. Nous sommes le 15 novembre 2045. Vous êtes presque tous arrivés sur le toit du hangar en taxi électrique. Votre transport de passagers s'est fait en cabine ou cellule. En milieu de matinée, lorsque vous êtes au travail, ces mêmes cellules sont dirigées vers les hubs marchands. Ils sont débarrassés des sièges pour devenir des cellules containers. Là-bas, leurs batteries, leurs réservoirs d'énergie sont changés en quelques secondes. Puis les cellules repartent, distribuées vos colis, vos produits, dans la ville, devant votre porte. Les toits des surfaces commerciales sont désormais des plateformes logistiques volantes. Les cellules de produits arrivent et repartent avec vos courses. Les centaines d'hectares cumulés des immenses parkings de ces surfaces commerciales, autour de la ville, une fois débarrassés du bitume, ont été rendus à la nature et à l'agriculture urbaine. Pour arriver à cette transformation de la ville, la dissociation des flux entrants, sortants, humains et marchands, il leur a fallu un énorme travail persuasif. Susciter l'envie pour éloigner les peurs. En réalité, vous avez devant vous 26 ans pour nous trouver la place de l'humain dans ce modèle. Merci. Concrètement, la chaîne logistique, il me semble, est encore un grand rêve dans lequel nous pouvons aujourd'hui faire fonctionner nos neurones. C'est la seule chose qui, a priori, ne se limite pas en termes de stockage, mais se démultiplie à l'envie. Donc je pense que, grâce à cette conférence, nous allons pouvoir partager ensemble de grands moments, à la fois de transport en commun, et peut-être, de bien partager. J'espère que cette soirée vous a plu. Je vous propose de la terminer autour du verre de l'amitié. À très bientôt.